Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le podcast Mater Happy. Ce podcast est destiné à toutes les personnes en chemin, en quête de bien-être, en quête de découverte de soi, de rencontre de soi, qui a envie d'être inspiré, d'être guidé, de découvrir de nouvelles pratiques, des chemins de vie qui pourront les accompagner sur leur chemin de développement personnel. Je suis moi-même en quête, je suis moi-même en chemin et c'est avec beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, de plaisir et d'amour que je vous partage ce podcast fait avec tout mon amour et toute ma sensibilité. À côté de ça, j'en parle rapidement parce que je sais qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui m'écoutent. J'ai un accompagnement pour aider les thérapeutes à lancer leur podcast parce que je sais les difficultés que vous pouvez rencontrer pour communiquer et pour moi le podcast c'est vraiment le format idéal pour rester authentique, pour délivrer un message qui nous tient à cœur, pour se développer dans ce domaine-là. Vous trouverez toutes les infos en description. N'hésitez pas à me contacter sur Instagram à materhappy.eu. Très bonne écoute. Gratitude, merci d'être là. Et on se retrouve chaque semaine, chaque mardi, pour un nouvel épisode. Merci. Bonjour les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui nous sommes avec Adrien. Salut. Qui va nous partager son histoire et son parcours. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant dans les échanges qu'on a pu avoir, c'est que je trouve que tu as un parcours vraiment atypique. Tu m'as partagé la première partie de ta vie où justement tu es partie à New York, où c'était plus le style de vie, style le loup de Wall Street, ce genre de choses. Ou voilà, être dans des entreprises avec beaucoup d'argent, avec beaucoup d'enjeux, avec peut-être beaucoup d'ego aussi, j'imagine. Donc voilà, tu es partie de là. Enfin, même avant, il y a eu une autre partie donc ton enfance dont on m'a parlé, pour ensuite te diriger petit à petit suite à un voyage sur le chemin de la spiritualité. Et j'adorerais découvrir les différents paliers que tu as pu passer. Ouais. On parlait en off, tu me dis qu'aujourd'hui tu accompagnes les gens vraiment à créer leur propre échelle d'une certaine manière. En tout cas, tu aimes bien fabriquer des échelles. Je suis un menuisier. T'es un menuisier et à la fois aussi au niveau du coaching, voilà, créer des échelles pour soit sortir des trous, soit pour s'élever. Ouais. Donc, je trouve ça hyper intéressant justement ce parcours que tu as eu et cette double vie en fait. J'ai l'impression que ça s'est vraiment passé triple vie. Ouais, triple vie. C'était passé en 12 étapes en fait. Donc voilà, j'aimerais bien aborder ces étapes. Mais pour introduire et pour poser le décor, pour qu'on puisse commencer à te découvrir, est-ce que tu peux me parler de l'enfant que tu étais quelle était ton enfance? Quelles étaient tes visions? Quels étaient tes rêves? Comment voyais-tu la vie? Qui étais-tu? Le mot que tu as utilisé d'atypique, je pense que c'est le mot-clé. J'ai toujours été un peu à côté de la case, soit en avance, soit en retard, ça dépend des sujets. Et ça a été très pénible pendant l'enfance. Le gap était très fort très tôt. Maternelle, primaire, très difficile. Collège aussi. J'ai eu la chance de trouver des passions qui m'ont permis de profiter, de faire des bonnes rencontres, notamment l'informatique où j'étais un vrai geek à l'époque. Tu vois, à 12 ans, je démontais des ordinateurs, j'étais sur Linux, je codais, etc. Okay. Donc ça, j'étais vraiment plongé là-dedans. C'était extrêmement intéressant. Et puis tu en parlais de structure avant, de système, ça m'a toujours suivi. Et puis après le sport, énormément, notamment l'aviron à Annecy. Et là, j'ai réussi vraiment enfin, en fait, la première fois que je me suis fait vraiment des amis, un groupe, un clan, ça a été à l'aviron. Et d'ailleurs, on est tous toujours hyper amis. C'est les tontons de mon fils, tu vois. Et on passe notre temps ensemble et c'est resté extrêmement soudé. Mais sinon, le parcours scolaire, très compliqué. Très très compliqué. J'ai attendu, c'était la prison pour moi, quoi. J'ai attendu, je comptais les jours, les mois, mais je me rappelle, j'ai des souvenirs en primaire déjà en train de me dire, voilà, là il me reste tout ça à faire. Et que, voilà, ça te paraissait interminable, quoi. Interminable, ouais. Donc t'avais ce côté autodidacte. Oui, dans l'informatique. Ouais, dans l'informatique, dans tout en fait. Ouais. J'étais à fond dans l'informatique, le sport, et puis j'ai commencé à 14-15 ans, je faisais des sites internet pour des mairies, pour des gens, voilà, parce que j'adorais, mais ils étaient moches. T'étais entrepreneur presque déjà aussi. Ouais, c'est clair. Carrément, c'est clair. Même pas presque. Ouais, non, complètement. Et puis ils étaient moches, donc je me suis dit tiens, je vais faire une école de design. J'ai commencé à faire une école de design, et puis très vite en fait, j'ai même pas fini mon diplôme, mon master, et parce que je travaillais déjà en freelance à côté beaucoup, ça me permettait de payer mon école. Et puis en fait, avant la fin de l'école, je suis parti à New York. Et juste quand tu dis atypique, pour toi, ça veut dire ça représente quoi ce mot-là? Ça veut dire que t'étais justement en décalage, ou c'était au niveau de tes émotions, ou t'étais trop ou justement pas assez Ouais.
Quand tu dis atypique, c'est pourquoi? J'essaye de pas faire trop de boîtes, tu vois, justement. Mais dans vue de ma fenêtre, ça relie à la notion de neuroatypique versus plus atypique. C'est-à-dire qu'on a un système, un fonctionnement interne qui est un peu différent et en tout cas un attachement ou une répulsion, je sais pas, à la norme. Donc c'est très difficile pour moi de suivre quelque chose de très normatif de manière régulière. Je peux le faire pendant un certain temps, mais sur un temps long, c'est très compliqué. Ah, genre ton pire cauchemar, c'est les chemins de vie tout tracés, quoi. C'est ça? Tout tracé, voilà. Et puis par exemple, tu vois, la première entreprise que j'ai montée, il y a 9 ans, c'était une agence marketing à New York. Il n'y avait pas de bureau, c'était en télétravail, donc bien avant le Covid. Il n'y avait pas Slack, tout ça à l'époque, on faisait tout par email. J'avais des talents du coup du monde entier, donc c'était à mon image parce que je voulais voyager. J'allais pas imposer à des gens de faire quelque chose que moi-même je voulais pas faire. Donc pas d'horaire particulier, pas de bureau, et ça cartonnait parce que ça correspondait aussi à ce que une nouvelle génération. Je pense qu'il y a beaucoup plus de profils atypiques de nos jours. Et donc les créatifs, j'ai pu accéder aux créatifs du monde entier, les plus talentueux, qui étaient excités de pouvoir se focaliser sur le projet, mais de la manière qui leur parlait. Donc un jour ils travaillaient chez eux, un jour dans un coworking, un jour on se retrouvait dans un autre pays pour travailler ensemble, et voilà, et on était plus focalisé sur le résultat plutôt que faire 8h ou 9h, 5h au bureau, etc. quoi. Ouais, donc c'est vraiment ce côté créatif, quoi, de mettre, créer la vie qui te ressemble et être à l'écoute vraiment de qui je suis, en fait. C'est ce côté-là. C'est ça. Donc tu pars à New York. J'ai envie de savoir comment t'es parti à New York, comment ça se fait, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, comment tu t'es senti quand t'étais... C'est vraiment tout simple. Enfin, en tout cas, ça me paraissait évident. J'ai envoyé 100 emails aux 100 plus grosses agences du monde entier. À quel moment t'en étais où dans ton parcours? Là, j'étais dans mon master, mon première année de master, et j'en pouvais plus. Je suis resté déjà dans le master parce que pour faire plaisir à ma famille, tout simplement, tu vois, la norme. Mais bon, je travaillais déjà, j'avais déjà pas mal de boulot comme freelance, et puis je voulais voyager absolument. Et donc j'ai envoyé 100 emails aux 100 plus grosses agences dans le monde. Mon objectif, c'était de bouger. Et j'ai eu 2 réponses positives, une à Sydney, une à New York, à Moser, une agence de pub légendaire. Et donc, voilà, je suis parti. 2 semaines après, je partais pour un stage, payé $50,000 par an pour un stage, tu vois. Enfin, voilà, c'était énorme, quoi. Et t'arrives là-bas, donc tu pars d'où? T'étais où à la base en France? J'étais à Paris, là. C'était à Paris? J'étais à Paris, puis j'avais déjà un peu vadrouillé entre l'Espagne et Paris, entre Barcelone et Paris. J'étais en Erasmus, puis j'étais resté sur Barcelone pour travailler. Ok. J'étais retourné à Paris pour faire mon master, puis là j'avais vraiment envie de bouger. Et donc New York, et je débarque à New York, la libération. En fait, j'ai compris cette douleur dans mon parcours scolaire, ce côté misfit, tu vois, je me retrouvais pas, j'avais l'impression d'être tout le temps en décalage, même avec les professeurs. Je me rappelle en première ou deuxième année, j'ai créé une association pour pouvoir justement faire des projets, pratiquer, et j'ai des professeurs, tu vois, qui sont revenus vers moi, mais pour qui tu te prends de faire ça? Tu vois, je pouvais pas comprendre. T'as un étudiant qui est motivé, qui crée une asso pour faire plus, pour explorer. Tu peux pas, enfin, tu vois, c'était incompréhensible. Et donc, à la fois, j'étais porté par ça et je pouvais pas faire autrement. Et à la fois, j'en prenais un peu plein les dents au quotidien. Et quand je suis arrivé à New York, j'ai un poids énorme qui s'est libéré. Pourquoi? Parce que la mentalité, elle est complètement différente. Et là, tout le monde est enthousiaste. Ah, mais dis-moi, c'est quoi tes projets? Oh, mais trop bien, on pourrait faire ça ensemble. Tu devrais parler à cette autre personne, c'est génial. Et là, j'ai respiré de nouveau. Tu t'es senti valorisé par rapport à tes désirs et tes rêves et tes envies, en fait. Exactement. Et je me suis rendu compte que c'était OK. C'était OK d'avoir l'ambition, c'était OK d'avoir envie de plein de choses, c'était OK de se donner les moyens de faire tout ça. Et tu vois, rien qu'en y pensant, j'ai senti vraiment cette libération de dire, ah, mais c'est OK. Ouais. Et l'énergie de la ville est incroyable. Et voilà, à partir de là, ça a été l'effet domino, quoi. Ouais, donc t'es passé de Paris, en tout cas la France, où quand t'avais tous ces désirs de créer, d'entreprendre, de voir grand, on te disait, vois pas trop grand, tranquillou, voilà. Contente-toi un peu de ce que t'as et sois content. C'est ça. Et là, t'arrives dans un milieu où on te pousse, on te dit c'est cool, presque on veut t'aider à réussir ces projets, quoi. Complètement. Okay. Donc ça, et puis je pense que la distance géographique, le langage, tout ça, ça a créé un peu
ça m'a aidé, quoi. C'était des petites échelles aussi pour me dire, je suis dans un autre endroit, personne me connaît, je parle une autre langue. Je peux créer une nouvelle vie. Voilà, je peux vraiment y aller. Donc ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Et du coup, quelles ont été les autres choses qui ont été cool dans ce nouvel environnement? Et à partir d'un moment aussi, quelle a été la limite et qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, j'ai peut-être tenté autre chose avant de... Ouais, ben j'ai fait 1 an dans la publicité. Alors ça a cartonné, en plus c'était le début du digital et j'avais donc ce côté créatif et développeur, tech, donc je pouvais parler aux agences de développement et ça n'existait pas comme profil. Donc ça a cartonné, on a eu plein d'awards, etc. Mais très vite, j'ai été mal à l'aise avec les quantités d'argent qui étaient brassées pour des résultats franchement pas forcément incroyables. Et à la fin de l'année, on m'a proposé un poste de directeur de création, ce qui était vraiment le top finalement dans cette carrière-là. Et si tu veux, j'ai eu un peu une réaction de recul en me disant, mais attends, là si je prends ça maintenant, je suis arrivé au bout de ce chemin, quoi. Ouais, et j'étais hyper jeune. J'avais un peu plus de la vingtaine, tu vois, donc je me suis dit, attends, si on me propose ça maintenant, on me le proposera plus tard. Donc qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Et donc je leur ai dit non, j'aurais dit attendez 1 an. C'est rien, 1 an. Je vais faire le tour du monde en sac à dos et je reviendrai. Et puis, je suis jamais revenu. Donc ça a été l'étape suivante, ce grand voyage. Ouais, parce que tu t'es dit, à ce moment-là, en fait, ça a été dans ton corps. Tu dis, j'ai eu un truc de recul, c'est dans ton corps, ça fait wow. Ouais. Et est-ce que tu penses que c'était de la peur ou c'était un truc en toi qui savait que c'était peut-être pas juste ou qu'est-ce qui s'est passé De toute façon, j'essaye d'être un maximum à l'écoute de mon corps et de mes réactions. Et la réaction, ça n'a pas été, tu sais, un grand oui. Il y a je me rappelle plus quel Américain qui dit si c'est pas un hell yes, un grand oui, alors c'est un non. Et ça, j'essaye d'être de plus en plus radical là-dessus. Ouais. Est-ce que c'est un hell yes? Non, si c'est pas un hell yes, alors non, j'enlève. Et à ce moment-là, c'était aussi précis dans ta tête ou est-ce que t'avais aussi, je sais pas, des pensées du style peut-être que mes parents seraient fiers de moi ou tu vois, des doutes où il y avait pas de doute pour toi? J'étais vraiment extrêmement dans le mental encore à cette époque-là. C'est le voyage qui m'a sorti, qui m'a fait voyager à l'intérieur. Donc j'étais vachement dans le mental, donc j'ai pesé les pour et les contre, tu vois. T'as fait une liste. Voilà, exactement, pour me rassurer. Alors que la décision était déjà prise. Mais ça, après, ça vient avec l'expérience, tu vois. Mais je suis passé par ce processus de me trouver des bonnes raisons pour valider mon sentiment intérieur. Tu vois, je suis passé par ce processus-là. Même si, au final, je fais toujours... la plupart du temps, je fais, je pense, ce que je sens. Ouais. Mais je suis toujours, même encore maintenant, relativement attaché à ce processus mental qui me permet de me rassurer et d'éteindre un peu le mental et dire ok, c'est bon, on a fait ta liste de pour et de contre, ça va, alors que c'est bidon quoi. En fait, les pour que tu trouves et les contre que tu trouves, ils vont juste valider ce que tu as déjà ressenti. Et petit à petit, j'arrive à lâcher ça aussi, tu vois, et juste sentir le truc. Mais voilà. Mais à l'époque, c'était pas du tout conscient. C'est-à-dire que j'avais même pas encore une connaissance de la mécanique du mental versus l'intuition, tout ça. C'était absolument un monde, mais absolument méconnu, quoi. Ouais, et on va parler justement de comment t'es arrivé à le découvrir et à l'explorer. Mais justement, peut-être pour les personnes qui sont dans une période de vie où peut-être ils ont un choix important à faire, ils ont des doutes. Tu vois, il y a un peu 2 chemins tu vois, parce qu'à ce moment-là, toi, t'étais dans un embranchement, en fait, clairement, et t'as posé un choix qui t'a fait choisir un chemin. Quel conseil t'aimerais leur donner s'ils se sentent un peu perdus, tu vois, s'ils disent je vais où, je sais pas. Il y a plein de techniques, mais déjà passer par le corps, parce que votre corps, il sait déjà. Ouais, ce qui s'est passé pour toi à ce moment-là. En fait, c'est clair. Et puis tu sais, c'est un peu comme quand tu fais du shopping, t'hésites entre 2 tenues, 2 pantalons, et tu sais pas, et en fait, au moment où tu payes, tu dis si t'es déçu, c'est que... Tu vois. Donc déjà, rentrer dans l'action, tout simplement. Commencer à écrire le mail de réponse à la proposition d'embauche ou machin. Et là, être à l'écoute du corps. Est-ce que ça serre? Est-ce que ça frotte? Ou est-ce que ça s'ouvre et tu dis waouh? Et en fait, petit à petit, tu vas développer cette sensibilité à cette énergie et au bout d'un moment, ça devient évident, quoi. Je suis là tout de suite. Ouais, trop bien. Là, j'ai des idées. Ça vient dans tous les sens. Ça s'ouvre. En fait, il y a ce côté aussi créatif, quoi. Ça m'ouvre des perspectives. Ça me donne des envies.
Ou est-ce que ça ferme, j'ai des peurs, une angoisse, est-ce que c'est, tu vois, déjà, si je me pose la question, est-ce que c'est le bon choix, nanana. Bon. C'est très clair. Ouais. Voilà, donc hell yes ou pas. Ouais. Ça, et puis après, il y a des techniques, par exemple, de PNL, où tu t'imagines, en ayant pris cette direction, à 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, tu fais vraiment les 2 chemins, et puis tu compares ces 2 images finales, tu vois, et tu les mets en contraste. Et tu vas voir que ça devient vite évident. Pourquoi ? Parce que c'est un peu ce truc t'as interviewé Paul Pironnet, il parle du Y, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu fais une décision qui va te changer ta vie de 1%, 5%. Et finalement, c'est qu'au bout de 5 ans que, en fait, t'es arrivé à des dizaines de kilomètres de l'autre vie que tu aurais pu choisir. Donc, de comparer à 5 ans, par exemple, ça te permet de comparer avec beaucoup plus de contraste ces 2 situations, plutôt que maintenant, parce que finalement, ta vie entre le moment où t'envoies cet email ou pas, elle va pas changer. Mais à 5 ans, ça peut beaucoup changer. Ouais. Et pour le tour du monde, tu vois, c'était évident pour moi que, en acceptant ce poste, j'allais continuer sur ce chemin, etc., un peu déjà écrit. En faisant un tour du monde, il y a des choses qui s'ouvraient en toi, en fait, à ce moment-là, rien que le fait d'y penser. Je devenais une nouvelle personne. Ouais. J'allais voir autre chose. Donc ça, c'est évident. Et pour moi, c'est cette ouverture, grandir, évoluer, un peu de peur, l'aventure. Mais ça a été plus fort. Ça a été plus fort. C'est clair. Et ça t'a amené où, du coup ? Ici. Non, bien sûr. Non, mais clairement, bien sûr, évidemment, ici. Clairement pour le coup. C'est ça. Mais du coup, au moment où t'es parti, ce voyage, t'as fait plusieurs destinations. On ne va pas rentrer en détail dans toutes, mais là, si tu devais nous partager peut-être une destination où du coup ça a bousculé ta manière de voir le monde, est-ce que c'est au Kilimandjaro, c'est ça ? Entre autres, je fais plus de 40 pays. En fait, j'ai trouvé un sponsor, donc tu vois, dans ce côté mental, j'ai trouvé un sponsor, etc. J'ai fait un livre en même temps. Et il y a eu un choix qui était fort, c'était est-ce que je prends le temps et je vais, tu vois, je reste longtemps dans un pays pour bien comprendre, puis une immersion, voilà. Ou est-ce que je vais vite et je fais une overview, voilà, pour voir le monde. Et donc, plutôt dans mon tempérament d'aller assez vite. Et donc, j'ai fait le choix d'aller vite et puis de voir un maximum de choses pour me rendre compte c'est quoi le monde, tu vois, donc sur quelle planète on vit, c'est quoi qu'est-ce qui se passe. Et donc plus de 40 ou même 50 pays, je crois que plus de 40 pays. Alors certains, je suis passé 2 jours, et puis d'autres je suis resté beaucoup plus longtemps. Autour de l'Amérique du Sud, moi ça, j'ai vibré particulièrement là-bas. Le côté très chaleureux, la famille, les montagnes, enfin c'était fou. Cuba, c'était très particulier, le contexte, tu vois, la douleur que peut porter un pays. Ouais. Après, la traversée de l'Afrique, ça a été incroyable, ça m'a amené au sommet du Kilimandjaro, effectivement. Et Kilimandjaro, est-ce que c'est là où, du coup, tu t'es ouvert à l'alpinisme, c'est ça ? Non, avant, en Amérique du Sud, en fait, je voyageais, et puis, ça c'est marrant, tu vois, c'est un peu le rêve de tout le monde, faire le tour du monde en sac à dos. Mais déjà, au bout de 2 mois, je sentais un peu une vacuité, je me demandais un peu ce que j'étais en train de faire, pourquoi je le faisais. Et je pense d'ailleurs que je suis parti faire un tour du monde avec une genre de motivation extérieure. Ça fait bien de faire un tour du monde, tu vois. Même si ça résonnait, il y avait un côté comme ça. Oui, ou ce que les autres te renvoyaient, c'était cool. Ouais, c'est ça. Il y avait un côté comme ça, le challenge et tout. Et finalement, ça se dégonfle très vite. Et donc, comme souvent, j'ai rajouté un challenge au challenge. Donc, j'étais encore dans ces motifs-là, ces patterns-là qui ont beaucoup évolué depuis. Et donc, je me suis dit, je vais faire la Concagua, qui est le plus haut sommet des Amériques, à 7000 mètres d'altitude. Et donc là, j'ai commencé à voyager plus en montagne pour m'entraîner, pour me préparer. J'avais déjà fait un 6000, mais voilà, je voulais aller un peu plus loin. Et donc ça a été une expérience énorme parce que là, j'ai découvert la sensation de la mort. Quand tu arrives à plus de 6000 mètres d'altitude, j'ai croisé des gens qui sont morts quelques heures après. Il n'y a plus de vie autour de toi, littéralement. Il n'y a plus d'herbe, il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a que du caillou. Tu as moins d'oxygène et tu te rends compte qu'en fait, le moindre petit incident, c'est fini. Les hélicoptères, ils peuvent plus venir là. Voilà, tu glisses, t'es tombé, c'est fini, tu resteras là. Donc là, j'ai découvert aussi une sensation très profonde de mort et du coup de vie, tu vois, en contraste. Donc ça, c'était une étape clé. Et puis un peu plus tard, au Népal, je suis allé au Népal pendant les tremblements de terre qui ont fait des dizaines de milliers de morts. Et là, j'ai côtoyé la mort au quotidien. Donc j'étais en forme parce que je venais de faire le Kilimandjaro, etc. Et donc je suis allé installer des toilettes dans les montagnes à 5000, 6000 mètres d'altitude pour éviter les contaminations des eaux. Et là, c'était
C'était assez, à la fois la mort et à la fois la résilience. Je me rappelle prendre un taxi dans Katmandou, discuter un peu avec le chauffeur, et tu poses pas la question comment ça va. Ouais. Tu discutes comme ça, tu t'ouvres, t'accueilles un peu ce qui vient. Je me rappellerai toujours, il avait perdu sa femme, un enfant, et je lui dis mais qu'est-ce que tu fais là quoi, il me dit il faut continuer de vivre, il faut continuer d'avancer. C'était il y a 3 jours quoi. Et là tu prends une claque. Ouais. Et voilà, donc j'ai découvert ça, j'ai vécu, et puis il y a un membre de ma famille qui est mort au même moment, et donc j'étais vraiment baigné dans ce climat-là, puis à la fois magnifique et terrible. Et tu t'étais déjà questionné sur la mort avant ça, ou enfin, comme tout le monde peut-être, tu vois, mais là t'es vraiment rentré en profondeur dans cette thématique, c'est ça? C'était une première introspection. Ouais, première découverte, première relation, parce que j'avais perdu personne avant, jusqu'à là j'ai eu cette chance. Et puis, j'ai jamais eu d'accident grave où j'ai frôlé la mort, etc. En tout cas, les accidents que j'ai eus, les quelques accidents que j'ai pas eu cette sensation de « Oula, c'est pas passé loin, etc. » Et ça a créé quoi chez toi de te confronter à ça? Est-ce que ça a venu enlever des choses ou justement créer des nouvelles croyances? Je pense que ça a confirmé un peu cette envie profonde de vivre un maximum de choses. Ouais, tu t'es dit la vie est courte, ou enfin ce qu'on peut entendre un peu en tout bateau, cas mais... je veux dire, elle peut s'arrêter, les choses se passent, voilà, à tout moment. Et finalement, tu vois que même ce chauffeur de taxi, c'est plus fort que lui finalement de continuer à vivre. Et finalement, il y a ce côté allons-y quoi, tout va bien pour nous, on a un confort matériel de fou, on est entouré d'une abondance exceptionnelle, voire trop d'abondance. Faisons quelque chose avec ça, vivons quoi. Donc ça, je l'avais en moi, et d'être confronté à cette partie à cette mort-là, il y a cette partie, à ce contraste, ça fait cette partie très sombre, en fait. Ouais, ça m'a permis d'autant plus derrière de profiter, d'y aller à fond, et de vivre à fond. Ouais, te dire j'ai la chance d'avoir l'opportunité de vivre une vie géniale, quoi, telle que je l'entends, telle que je le veux. On a une chance énorme. L'éducation, le système, la France, etc., la sécu, on critique énormément, mais on a une chance énorme. On a un potentiel, on a un cadre de jeu exceptionnel. Donc soit tu laisses le contrôle aux autres en te plaignant, etc., soit tu réalises ce cadre de jeu, tu prends tes responsabilités et puis tu y vas à fond, quoi. Ouais, tu travailles sur toi et... C'est ça. Et t'avances. Ouais. Et je trouve ça fort aussi, ce partage avec ce chauffeur de taxi, qui montre que ça doit être horrible, mais la vie est plus forte que tout. Et la vie, elle continue quoi qu'il arrive, quoi. Donc, est-ce que tu restes bloqué, figé à un moment, ou est-ce que tu continues? Mais je dis ça avec beaucoup d'humilité et de... Enfin voilà, il a vécu un truc horrible, mais je trouve ça incroyable, cette résilience en fait dont tu parles, et ça a dû te toucher et t'inspirer énormément en fait. Ouais, et puis tu regardes les personnes les plus inspirantes et qui ont un impact aujourd'hui, elles sont passées par ces épreuves-là. Les personnes, regarde aussi, même avec les JO... les handicapés, enfin ça t'inspire tellement à un autre niveau. Les personnes qui ont eu des expériences de near death, entre autres. Voilà, moi je trouve que il faut absolument, si on a la chance de pas avoir vécu ces expériences, il faut absolument se connecter à ça chez les autres qui partagent leur discours pour pouvoir générer cette énergie aussi intérieure, et cette énergie, elle va te permettre d'aller au-delà des difficultés quotidiennes. C'est pas pour les nier. Il y a plein de choses qui se passent, on contrôle pas tout ce qui se passe, il y a plein de choses difficiles au quotidien qui peuvent se passer. Le tout, c'est de rebondir après ces événements, et puis saisir toutes les opportunités qu'on a de vivre, de jouer, d'explorer, d'expérimenter, tu vois. Je me lève le matin, je me demande, mais c'est quoi mon intention? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui? Alors, il y a des contraintes, il y a le boulot, il y a ceci et cela, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Avec quel regard je le regarde aussi, exactement. Ce qui se passe. Qu'est-ce que j'en fais? Et tu m'as partagé aussi que tu as découvert l'alpinisme. Tu m'as dit que en fait ça t'a introduit à la méditation, parce qu'en fait tu passes des dizaines d'heures solo en fait à marcher dans des paysages incroyables.
Qu'est-ce que tu as appris avec l'alpinisme? Raconte-nous un peu pour les personnes. Enfin, moi, j'ai jamais pratiqué. Je pense qu'il y a très peu de gens qui ont eu la chance de vivre ça. Donc, est-ce que tu peux nous partager, toi, ton expérience d'alpinisme? Alors, il y a plein de manières différentes de faire de l'alpinisme, mais c'est vrai que notamment les grands sommets comme la Concagua, donc c'est pas du tout technique, c'est de la rando, sauf que t'es tellement haut que la difficulté, c'est le manque d'oxygène. Et puis la longueur. Tu peux marcher, je me rappelle pour le Marmolero à plus de 6000 mètres, on a fait la journée du sommet, on a marché pendant 18 heures. Donc en plus en haute altitude. Donc en fait t'es en hypnose. Je me rappelle très bien regarder, donc on fait une pause toutes les heures pour manger un peu et boire un peu. Et je me rappelle mais vraiment de juste être un peu réveillé si tu veux par l'alarme et avoir l'impression que 2 minutes étaient passées quoi. Parce que tu marches tout doucement. Vraiment c'est ce rythme-là. À cause de l'oxygène, tu peux pas aller plus vite. T'as le froid, les éléments, et en fait, tu crées une bulle intérieure, et là, il y a plein de choses qui se passent. En plus, on est sur des volcans, alors l'énergie forme, c'est toujours des expériences assez folles. Et puis, quand c'est des courses plus techniques, notamment dans les Alpes, là, c'est la concentration, cet état intérieur, c'est pareil, tu vois, t'as froid, c'est difficile, il y a du vent, il y a du vide, etc. Et donc, c'est cet état intérieur, tu dois être vraiment connecté, tu peux pas te laisser, tout le reste disparaît, en fait. Tout dégonfle, t'es juste dans l'instant présent, t'as l'intensité du moment présent, de chaque pas, de chaque position de main, de chaque mouvement qui doit être juste, tu vois, si je fais mal, je perds un bout d'équipement, si je perds ce bout d'équipement, c'est fini. Je peux plus redescendre. Donc t'es dans ce genre de flow et c'est une sensation incroyable. C'est pour ça qu'on le fait. Après bien sûr il y a les paysages, c'est beau, il peut y avoir aussi un peu d'ego, etc. de faire des sommets, mais tu vois très vite moi ça a été juste. D'ailleurs maintenant je me fais des aventures, c'est pas des gros sommets, c'est pas des machins, mais c'est retrouver cet état de flow à côté de la maison, en partant des fois juste une demi-journée ou même avec mon fils. On fait des randos ninja avec mon fils, tu vois, on sort des chemins et on va dans des lapias, on va dans les forêts et lui il se régale et finalement on est aussi très concentré parce qu'il n'y a pas de chemin et on passe un moment super. Il n'y a pas forcément besoin d'être à 6000 mètres d'altitude pour ça. Donc c'est ce flow là qui est intéressant. Et qu'est-ce que tu as conscientisé dans cet état de flow, dans ces parce que enfin quand tu le partages, je sens vraiment à quel point ça a l'air d'être intense quoi, en fait d'être pleinement avec soi, pleinement avec ce qui est. Qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as senti dans ces états-là? Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le recul, donc après j'ai eu beaucoup plus d'expériences spirituelles après, mais avec le recul, je me rends compte que j'étais dans des états plus ou moins de transe et que j'avais des visions, on va dire, en tout cas des visions, je partais dans ce monde hypnotique et je comprenais ce que je devais faire dans ma vie, quoi. Avec qui j'avais envie de passer du temps, ce qui était important pour moi. Et tu sais, c'est un peu cet état-là au réveil, où quand tu t'endors ou quand tu te réveilles, t'es pas vraiment réveillé, ton esprit il part comme ça encore. Mais c'est ça qui se passe en montagne souvent, sur des temps longs. Et donc en fait, ce qui se met en place là dans cet imaginaire-là, c'est ce qu'il y a au plus profond de toi. Donc il y a plein de réponses qui arrivent, plein de choses. Et puis quand t'as des journées très longues, très difficiles, il reste que l'important, ça te met à nu, tu vois, c'est enlever les peaux de l'oignon. Et donc il reste que vraiment le truc profond qui est important pour toi. Et quand le soir t'as marché 8 heures, 10 heures, que t'es cuit et que tu penses à ta femme ou à une personne en particulier, ou à ce que t'as envie de te vivre, tu sais, c'est le moment où tu te fais des promesses, tu te dis quand je redescendrai je vais faire ça, etc. Tu sens que c'est vraiment, il y a plus aucun doute. Donc ça permet aussi de s'échapper du quotidien, s'échapper de la vallée, du bruit. On est entouré d'un bruit en permanence, d'injonctions, il faut faire ça, tu vois, tes factures, tes machins. Là-haut, t'es à l'essentiel. T'as un sac à dos, ta petite popote, ton sandwich ou tu vois ta bouffe, de l'eau. Et puis t'essayes de survivre, d'avancer. Et puis le soir, tu te poses et tu dis bon, bah voilà, j'ai fait une journée, c'était trop bien, je me sens hyper bien. Et qu'est-ce qui est important pour moi? Et quand tu repenses à ton retour, il y a une genre de nostalgie d'ailleurs. La nostalgie de la descente du sommet qui est assez particulière. Et tu te rends compte que tu vas revenir dans ce monde et la question c'est ok, qu'est-ce que je ramène avec moi? C'est quoi mon petit souvenir, le petit caillou que je ramène, la photo que je ramène? Et comment j'adapte mon quotidien pour être un peu plus près de ça et un peu plus aligné, quoi. Et donc ça, les séjours en montagne, moi j'amène des entrepreneurs, des dirigeants en montagne aussi, et avant même de commencer à échanger sur leur vie, leur vision, ce qu'ils veulent vivre, on marche,
on mange, tu vois, autour d'un feu, on fait un petit feu de camp. Moi, le feu de camp, pour moi, c'est un outil d'accompagnement énorme. Et là, une fois qu'on est là, plongé, le regard dans le feu, on commence à discuter de qu'est-ce que tu as envie de vivre, comment on peut le mettre en place, qu'est-ce qui est important pour toi, etc. Wow. Et ça, tu vois, ça permet voilà, d'aller au cœur de l'oignon et de travailler directement sur des actions et des changements qui vont avoir un énorme levier. Parce que si on parle de ta stratégie marketing ou si on parle de ton type de leadership, bon, ok, c'est l'humain en fait. C'est ça, tu vas changer un tout petit peu. Si on parle de ce qui est à l'intérieur de toi, tu vas tellement arriver avec une énergie différente dans ton boulot, dans ton quotidien, que les changements, ça va être en cascade et ta vie va changer, quoi, toute seule. En fait, tu t'es vraiment connecté au cœur de qui tu étais grâce à ces moments-là. En fait, tu pouvais pas faire semblant. Là. Ah ben non. T'étais vraiment face à toi, face à l'intimité de ton être, dans ce qu'il a de plus beau et ce qu'il y a de plus important. Et est-ce que t'as rencontré aussi des parts de toi que t'aimais pas ? Ah ben la partie sombre, c'est essentiel de la rencontrer. Ouais. Pour être bien droit dans ses bottes, etc., faut connaître cette partie sombre, elle est essentielle, ouais. Et c'est pas tellement que j'aime pas, en tout cas j'ai appris à les aimer aussi, à les embrasser, tu vois, d'être... à les inclure. Ouais, complètement. Et puis elles sont nécessaires aussi, il faut savoir les accepter, elles sont pas là pour rien, et elles te permettent, tu vois, sans ombre il n'y a pas de lumière, elles te permettent aussi d'avancer dans la bonne direction. Donc oui, complètement. Et c'est un beau cadeau d'ailleurs, parce que dans cette société aussi d'abondance, on se protège énormément, on est énormément protégé. Et donc, tu as finalement très peu l'opportunité de voir ce qu'il y a au fond de toi, et avec le bon comme le mauvais. Mais le mauvais, c'est un bien grand mot, c'est un peu dans sa globalité, dans son entièreté. Ouais, en tout cas, donc là, toi, l'alpinisme, ça a été l'occasion de te rencontrer et j'ai l'impression que ça a planté plein de graines, en fait, en toi, qui ont germé peut-être à des moments quelques années après, ou voilà. Et je trouve ça fort aussi vraiment ce truc où tu t'extrais en fait de la société, tu prends un peu de la hauteur, tu prends le temps d'être face à toi. Donc je pense qu'il y a plein d'autres pratiques en fait qui peuvent permettre de vivre ces états-là de connexion à soi, de rencontre avec soi, où ça nécessite pas de monter un col à 7000 mètres. Ouais. Non, mais comme je te disais, on peut faire ça à côté de la maison. Déjà, la nature, tout simplement, ça fait toute la différence. C'est pas facile, tu vois, on est en ville, on va sortir du bâtiment, il y a un passage flouté, attention, je regarde les voitures. Tu vois, t'es déjà dans un état où de concentration, de suivi de règles, parce qu'on vit en communauté, il y a plein de règles, ok, c'est très bien. Mais c'est aussi une question d'équilibre. C'est bien de se retrouver dehors, dans un refuge, avec 2-3 personnes ou tout seul, et t'es là à faire ton petit feu, ta cuisine, aller chercher de l'eau, faire fondre de la neige, rallumer le feu, dormir, se lever, on est vraiment sur la soleil. Base de la pyramide de Maslow, en fait. Exactement. Et dire, en fait, je suis bien. Je suis bien sans rien. Et donc, tu redescends aussi avec une confiance en toi. Tout a dégonflé. Tu vois, le problème de ce client, il m'a pas payé, ou il faut que je fasse la révision de ma voiture. Je prends, tu vois, des exemples comme ça. Ouais. C'est entre guillemets superficiel, quoi. Même sans guillemets, c'est 100%. Tu vois ce que je veux dire ? Je tendance à minimiser les choses. Tu vois, c'est sans guillemets, c'est superficiel. Ça va, c'est pas pour ça qu'on va pas s'en occuper et le gérer, mais c'est aussi un choix de dire, ce n'est pas l'essentiel. Ouais, c'est ça. Tu te connectes à l'essentiel, en fait. C'est ça. Et donc, je choisis aussi de gérer mon état intérieur. Pas par rapport à ça. Je reprends le contrôle, le pouvoir. Je décide de me sentir bien parce que je sais que je me sens bien même sans rien. Donc, tous ces jeux que je développe, le jeu d'avoir une voiture, le jeu d'avoir une entreprise, le jeu de créer un produit, lancer une offre, etc. C'est un jeu. C'est en plus. C'est cadeau. Donc, j'y vais pas du tout avec le même état intérieur, le même mindset. Et ça se passe beaucoup mieux, d'ailleurs, quand je suis aussi détaché. Bah, du coup, quelles ont été les expériences qui ont suivi au niveau de ta spiritualité, de tes ouvertures ? Est-ce que j'imagine tu t'es pris plein d'autres claques. Est-ce que là, tu aurais un moment clé qui te viendrait à nous partager, où il y a plein de choses, de nouveau ouvert des portes et tu t'es dit waouh, je croyais que j'avais compris des trucs, mais en fait je me rends compte que j'ai rien compris. Après le voyage, je suis retourné à New York, mais en freelance, et puis ça a bien marché. Du coup, j'ai lancé ma propre agence et j'y suis allé à fond.
Je suis allé à fond et j'ai reperdu un peu cette connexion d'être de retour en ville, etc. Donc j'ai fait un burn-out tout simplement. Et j'avais même pas de mots là-dessus. J'étais cuit, je brassais de l'air, je perdais tout et tu vois, je me sabotais en permanence. Et je suis allé voir la maman d'un ami qui est kinésiologue et elle m'a fait une session de kinésiologie de 4 heures. Après, je suis resté 3 jours dans mon lit, j'ai rien compris à ce qui s'est passé. Et là, ça a mis en place beaucoup de choses. J'ai compris, tu vois, j'ai tapé l'aquarium, quoi. J'ai compris mes œillères. Et quand je suis rentré à New York, j'ai mis l'agence en pause pendant plusieurs mois. J'ai fait un parcours, je suis devenu prof de yoga. Ouais. J'ai rencontré ma femme. À ce stage? Non, juste, en fait, je suis rentré et 2 jours après, j'ai rencontré ma femme, c'était un énorme cadeau, tu vois, et qui, elle, dans beaucoup plus dans la spiritualité, le travail des énergies, etc. Donc, tu vois, comme par hasard, j'ai rencontré elle. Donc, c'était un super cadeau. Ouais. C'était vraiment un super cadeau. Et, c'est assez marrant, là, je pense à ça. La première fois qu'elle est venue chez moi, je me suis mis à pleurer. Et en fait, elle a accueilli ça. Et en fait, c'est là que j'ai su que ça allait être ma femme, quoi. Quelqu'un qui peut t'accueillir dans ta vulnérabilité comme ça, alors qu'on se connaissait depuis quelques jours. Je me suis senti tellement en sécurité, tellement bien que ça a été vraiment la base de notre relation. Et puis ensuite, du coup, j'ai exploré ce teacher training de yoga et puis j'ai fait beaucoup de méditation, plusieurs heures par jour. Et là, j'ai ouvert une porte d'un monde que je ne connaissais pas du tout. Ah, là, on est loin de Wall Street pour le coup. Ah ben, alors c'est intéressant parce qu'à New York, t'as aussi beaucoup de spiritualité. Ok. En contraste, tu vois, on parlait de la lumière versus la partie sombre. En contraste de ça, t'as des maîtres yogis très éveillés. très éveillés, très spirituels, très intéressants à New York. Par contraste, en fait, avec ce côté aussi très capitaliste et matériel. En vrai, c'est cool, c'est important en fait aussi qu'il y ait ça. Et ça me paraît même normal, enfin, justement. Complètement. Et du coup, j'étais au meilleur endroit. C'était parfait, quoi. Tout était parfait. Et là, il y a eu beaucoup d'expériences spirituelles très, très, très fortes. Ça a été très intense. Et puis après, je suis rentré en France. Du coup, on a fait un enfant, on s'est marié, etc. Et le retour en France, il n'a pas été forcément facile parce que, tu vois, géographiquement, je suis revenu dans ce monde très normé. En tout cas, je l'ai vécu comme ça. Et aussi d'avoir un enfant, ça a réveillé en moi des peurs qui avaient disparu, en tout cas qui étaient pas présentes, qui étaient pas conscientes. Voilà, de sécurité, tu vois, je dois prendre soin de la famille, etc. Et donc j'ai commencé à gérer mon entreprise plutôt avec des peurs. Ouais. Et ça m'allait pas, mais j'ai mis du temps à mettre le doigt dessus. Voilà, donc petit à petit j'ai mis de la distance, j'ai mis beaucoup de temps à lâcher ça jusqu'à janvier quand je me suis cassé une vertèbre. Ouais. Et là, je me suis dit, la première chose que je me suis dit, allongé sur le parking en PLS, je me suis dit, ouais, ça est bon, t'as compris là, on va pouvoir passer à autre chose, tourner la page. Et finalement, c'était un super cadeau parce que c'était un déclic, quoi. Pour dire, là, je retombe dans un schéma où je suis dans le trop faire, où je suis dans mes peurs, en fait. Ouais, dans mes peurs, dans un peur de manquer, un attachement au résultat, un attachement à ce que j'avais construit pendant 9 ans, alors que c'était plus aligné avec ce que j'avais envie de vivre. Mais je trouvais plein de bonnes raisons. J'ai un enfant maintenant, j'ai une maison, tu vois, les prêts, les machins. Mais ça allait pas, en fait. Il y a aucune bonne raison de ne pas rester aligné. Ouais, tu t'es retrouvé à un nouveau carrefour. C'est ça. Où à l'intérieur de toi, tu sentais que c'était plus juste. Ouais. Mais à la fois, tu avais tes peurs qui te rattachaient à oui, mais je peux pas lâcher ça, sinon il se passe quoi ? Sinon il se passe quoi ? Ouais. Et il y avait un autre chemin, c'est l'inconnu en fait, l'autre chemin. Et c'est ça qui te faisait peur ? Quelles étaient tes peurs en fait ? Oui, il y a l'inconnu, il y avait un côté de la sécurité. Et puis, je pense que j'avais aussi construit un statut, tu vois, chef d'entreprise avec un bon salaire. Et puis, le piège, en fait, c'est presque vicieux, c'est la cage dorée. C'est-à-dire que gérer une agence en 1 ou 2 jours par semaine, donc beaucoup de temps libre, un super salaire, un statut, tout ce que on a appris à valoriser. Donc, pourquoi arrêter ? Et donc, il a fallu reconstruire, en fait, une vision, un rêve tellement puissant, tellement connecté à mes valeurs et avec ce que j'avais envie de vivre, que finalement, lâcher et arrêter et lâcher ce que j'avais devenait un tout petit... il n'y avait plus de débat.
tellement envie d'aller quelque part que finalement tu trouves les solutions. Tu vois, c'est ce que tu disais, la question que tu posais tout à l'heure, comment faire le choix. Ouais. Si la vision, si c'est un hell yes et qu'elle t'enthousiasme tellement, bah déménager, vendre ton appart, machin, les solutions tu les trouves, c'est pas un problème. En fait, les problèmes ils ont pas leur taille n'est que relatif à notre taille à nous. Donc si le problème paraît grand, c'est que nous on est encore petit par rapport à ce problème. Notre boulot c'est de devenir très grand par rapport à ce problème-là. Et donc quand cette vision elle a été reconstruite, que j'ai reconnecté avec mes valeurs, avec ce que j'avais envie de vivre. Qu'est-ce qui t'a aidé à créer ta vision? Ça a été te faire accompagner, ça a été de te poser des questions vraiment précises. Accompagnement, ouais. J'ai rejoint une équipe avec des coachs qui justement sont spécialisés sur l'accompagnement d'entrepreneurs qui ont perdu un peu le sens, qui ont perdu leur épanouissement. Et puis juste de me mettre en action, de faire le chèque pour l'accompagnement. En fait, j'avais fait 90% du boulot, quoi. Et puis, j'ai redécouvert dans le programme des choses que je savais, mais que je ne voyais plus. Tu sais, la poussière était retombée là-dessus. Et donc, on a tout dépoussiéré. Beaucoup de lectures aussi, certains podcasts, le podcast de Nicolas Aignan chez Mathieu Stéphanie, qui a été aussi un vrai switch. Et puis faire de la place. J'ai fait de la place à juste être, à me reconnecter au corps. J'avais pas le choix. C'est pour ça que c'était vraiment un cadeau, cette fracture. J'avais pas le choix. Je pouvais plus courir, je pouvais plus faire de parapente. Et donc, je me suis juste remis à marcher tranquillement, sans objectif. Et là, je me suis reconnecté. Tu vois, on est revenu, j'y pense en même temps. On est revenu sur sur l'alpinisme, sur ces longues marches méditatives. Et là, j'ai reconnecté au corps. Et les visions un peu hypnotiques sont revenues de qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais attends, mais j'ai envie de faire des conférences, j'ai envie d'être sur scène, j'ai envie d'accompagner des dirigeants, j'ai envie de prendre du plaisir au quotidien. Et puis petit à petit tu connectes avec cette sensation et les comment vont venir, mais on s'en fiche des comment. C'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qui j'ai envie de devenir. Et quand cette vision elle est extrêmement claire, le reste ça se met en place tout seul. Mais c'est, tu vois, les cadeaux de l'univers. Je pense même pas que ce soit des cadeaux de l'univers. C'est que ton intention, ta vision est tellement claire que tu vois les bonnes choses autour de toi. J'ai découvert un club d'entrepreneurs qui était littéralement dans ma ville. Je savais pas qu'il existait. Et à ce moment-là, je l'ai découvert, j'ai appelé, je me suis fait inviter. Et puis j'ai rencontré plein de gens hyper intéressants, alors qu'ils étaient à côté de chez toi. À 2 maisons, littéralement. Et je les voyais pas. Tu vois. Et donc voilà, pour moi, le travail, c'est 100% sur clarté. Si tu fais du tir à l'arc et que la cible, elle est floue, il y a aucune chance que tu touches le centre. Donc 90% du boulot, c'est d'être hyper clair, précis sur où je veux aller, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qui j'ai envie d'incarner. Une fois que tu as fait ça, le reste, ça déroule tout seul. Ouais, et de poser aussi certaines actions, certains actes. Ouais. Et est-ce que le fait de t'être ouvert à la spiritualité, justement, d'avoir eu des prises de conscience, ça t'a aidé aussi sur le lâcher prise. J'imagine que ça t'a aidé, parce que ce qui peut être dur, en tout cas ce que je perçois, c'est me dire ok, tu peux aussi te laisser emporter par le stress de cet inconnu, de comment je vais faire, du coup être dans une énergie de manque, etc. Mais sans chercher à culpabiliser les gens qui rentrent dans ça, mais justement pour toi là, qu'est-ce qui t'a aidé justement à pas tomber dans ce stress, à te laisser tu vois, ronger par ça, et du coup impossible d'avoir de vision, d'être inspiré et d'avoir cet espace pour accueillir ce que tu voulais. En fait, alors il y a des outils précis, mais ce stress il vient de temps en temps. Tu vois, ça m'arrive, il y a de temps en temps, je suis là, mais t'as vendu ta boîte là, du coup cette boîte je l'ai vendue. T'as vendu ta boîte, comment tu vas faire? En ce moment t'as pas de salaire. Déjà, je respire un coup. Et puis, j'ai des outils pour reconnecter à des ressources qui me permettent de revenir dans un état intérieur de confiance. Et puis, il y a des petites astuces que j'ai développées avec le temps, qui sont propres à moi, mais chacun doit trouver les siennes. Par exemple, je vais dormir une nuit en refuge. J'ai un refuge à 2 heures de chez moi, j'y vais. Et je revis cette expérience de « Ah, je suis très bien, très heureux, sans rien, donc tout va bien. Tout ça n'est qu'un jeu, ça va bien se passer. » Donc je peux revenir, redescendre avec ça dans mon sac à dos, tu vois, et vibrer encore l'abondance, la sécurité, tout ça. En fait, tu as des endroits ressources qui soient intérieurs ou extérieurs. Et quand tu sens que tu te laisses envahir par le stress, tu dis ok, là je vais dans cet endroit. Voilà.
Et puis à côté de ça, il y a un travail perso d'aller faire sauter ces peurs-là. Donc d'aller de continuer de te faire accompagner. Voilà, accompagné par plein de gens. Il y a André Charbonnier, Plus de peur que de mal. C'est un livre qui est exceptionnel avec sa méthodologie, le Festen 2.0, que je trouve exceptionnel, qui te permet d'aller voir une par une des peurs qu'on porte tous plus ou moins, des traumas qu'on porte tous plus ou moins, et d'aller les faire sauter un par un, les travailler un par un. C'est précis. Il y a une méthodologie qui me rassure mon mental aussi, tu vois. Voilà. Et puis, à investir en permanence sur ça. C'est-à-dire que c'est simple. On prend environ 35 000 décisions par jour. Ah ouais? Ouais. Moins d'1% d'entre elles sont conscientes. C'est-à-dire, est-ce qu'une décision, tu entends par là, ok, là j'ai claqué dans mes mains, c'est une décision. Ouais. Ok, donc c'est toutes les actions en fait. Tiens, je vais boire, est-ce que je bois maintenant? Je regarde, ok, je la repose. Ok. Voilà. Donc tu as des décisions. Toutes nos actions en fait, du quotidien, c'est vrai, c'est une décision en fait. Voilà. Donc 35 000 par jour, moins d'1% sont conscientes. C'est fou, hein? Ouais. Donc ton levier, donc tu vois le mental, de conscientiser, de faire des listes, ce qu'on disait. Le levier est nul. Le vrai levier, c'est ton inconscient. Pour travailler sur ton inconscient, tu vas aller travailler tes peurs, tu vas travailler ton intention. Il y a la PNL qui est géniale pour ça. Tous les soirs, je me fais un petit voyage sur moi dans 5 ans, ma meilleure vie. Tous les soirs. Pour remplir, tu vois, tout mon corps de cette vision-là. Et derrière, je laisse faire. C'est génial, en plus. J'ai un peu un petit côté flemmard, tu vois, chez moi, de créer des processus pour en faire le moins possible. Tu fais ça, l'inconscient va faire tout le reste. Il va te permettre de voir les personnes que tu as besoin de voir les opportunités que tu as besoin de saisir, qui vont se présenter. Tu vas adopter le bon discours, adopter la bonne posture, tu vas faire des bons choix. Mais tous ces micro-choix mis bout à bout vont te permettre, tu sais, c'était le Y dont on parlait, de faire ce petit décalage de trajectoire. Mais en 6 mois, 1 an, 2 ans, ça t'amène dans une vie complètement différente qui est beaucoup plus alignée. Ouais. Tu sais, c'est la métaphore du cheval et du cavalier. Notre mental, c'est le cavalier. L'inconscient, ça va être le cheval. Si le cheval il a décidé d'aller à droite, tu iras à droite. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tu auras un peu tiré. Voilà. Donc il faut faire équipe et pour moi il faut investir à fond. Chacun à la hauteur de ce que la personne peut faire, mais investir, aller discuter avec des thérapeutes, essayer plein de choses différentes, être tout le temps dans l'exploration. Qu'est-ce qui se passe là? Et puis l'exploration de l'inconfort. Pourquoi? Parce que chaque fois que tu sens cet inconfort, c'est qu'il y a un truc là. Et c'est génial. On parlait tout à l'heure de coaching de prise de parole. Je te disais l'autre jour, ma coach, elle m'a demandé de faire le pingouin. Le pingouin hyper content de 4 ans et demi avec un groupe de 15 personnes. Waouh, c'était dur. Et l'inconfort. Et en même temps, il y a une joie en même temps, maintenant avec des années de pratique, de joie d'accueillir l'inconfort. Ah, génial. Génial, j'ai pas du tout envie de le faire. Génial, j'ai envie de pleurer. Génial, tu vois. Merci de créer une situation où je suis en sécurité. C'est bienveillant, tu vois. Je risque, même si je risque rien, mais là, je sens que je risque rien, où je peux aller me confronter à ça et voir ce qu'il y a. Et donc, la peur d'être jugé, du regard de l'autre, etc. Est-ce que demain, si je veux donner des conférences devant 2000 personnes, je dois affronter cet inconfort? Évidemment. Et donc, je peux travailler, je peux faire des campagnes marketing, je peux écrire une conférence, etc. Mais le vrai levier, il est là. Parce que forcément, quand j'aurai plus peur d'être jugé, plus peur du regard de l'autre, la conférence, elle va bien se passer. Tu vois, je vais faire les bons choix stratégiques pour développer ce business-là, etc. Donc, ton levier, il est vraiment là, quoi. Il est intérieur. Et dans ce que tu partages, c'est vraiment aussi, à travers la technique qui nous parle le plus à partir de qui on est, rendre conscient notre inconscient, en fait. Avoir l'occasion de se confronter à notre inconscient, avoir l'occasion de se confronter, en fait, à qui on est. Que ce soit à travers, du coup, l'alpinisme, que ce soit à travers des sports extrêmes, ou que ce soit à travers la méditation, que ce soit à travers l'hypnose, la PNL, l'EFT, enfin... Tout ce que tu veux. Toutes les thérapies possibles et imaginables, quoi. Au quotidien, et le couple, pour ça, aussi, la relation, fou. Bien sûr. Et puis, tu vois, mon fils, c'est le plus gros révélateur tous les jours. Tous les jours, il me confronte. Tous les jours, quand il écoute pas, quand il me dit, mais il me fait des réflexions, t'es là, ouf. Comment tu sais? Et c'est génial, quoi. Donc, t'accueilles ça.
et puis tu le transformes, t'en fais quelque chose. Et la question un peu magique là-dessus, la mécanique, c'est en quoi cet événement, positif ou négatif, on s'en fiche, on le juge pas, va me permettre de vivre plus d'aventure, d'une valeur interne qui est importante pour nous. Donc pour moi, l'aventure, c'est évidemment quelque chose de très important. En quoi le Covid me permet de vivre plus d'aventure? En quoi cette conversation avec cette personne qui m'a ému me permet de vivre plus d'aventures? En quoi faire le pingouin dans cette salle me permet de vivre plus d'aventures? Et donc là, tu reconnectes à ton énergie, à tes valeurs. En fait, c'est quelque chose d'important pour moi. Et donc là, hop, je vais trouver les ressources, je vais y aller. Et j'avance et ça a du sens, du coup. Ouais, et je trouve ça chouette que cette notion de qu'est-ce qui est important pour moi revient, parce que c'est aussi ce qui a déclenché plusieurs quêtes et qui t'a fait prendre des trajectoires aussi différentes à des moments donnés. C'est que t'as eu l'opportunité et l'occasion de te reconnecter à vraiment cet essentiel et à qu'est-ce qui est important pour moi. Et du coup, je trouve que c'est un message fort et riche à partager à toutes les personnes qui nous écoutent. Si jamais elles se sentent perdues, si jamais elles se sentent désorientées, etc. Ok, on se concentre sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est important pour toi? Vraiment, vraiment. Il y a un outil qui est super, c'est toujours très surprenant pour moi quand je pose cette question aux gens, c'est quoi tes valeurs? C'est quoi les 3 points clés pour toi dans ta vie? Et ils savent pas. C'est fou. C'est quand même un peu flippant. C'est quoi tes rêves aussi? Tes rêves, c'est assez flippant. Il y a un exercice que j'adore là-dessus. Tu prends 3 grandes réussites de ta vie. Pour toi, pas les réussites pour ta famille, pour ton Instagram, etc. 3 réussites vraiment les 3 trucs qui te viennent tout de suite. Et tu regardes quels sont les challenges que tu as affrontés. Qu'est-ce que tu as mis en œuvre? Quels sont les comportements que tu as mis en œuvre? En quoi c'est une réussite pour toi? Et là, tu vas voir émerger tes valeurs. Parce que si c'est une réussite pour toi, c'est que une réussite égale j'ai mis en œuvre mes valeurs et ça a créé un résultat positif. Donc par exemple, tu vois, une réussite pour moi, c'est d'être parti à New York. Et chacun peut le voir de manière différente. Pour moi, c'est l'aventure. Je suis parti à l'aventure, quelque chose de nouveau, sorti de ma zone de confort, etc. Le sommet, l'ascension de la Concagua. C'est une aventure. Sorti de ma zone de confort, j'ai appris des nouvelles choses, l'apprentissage est très fort pour moi. Et puis, d'avoir décollé du Mont Blanc en parapente. Aventure, apprentissage, je savais même pas faire du parapente quand j'avais cet objectif. Et donc, en faisant cet exercice, tu peux trouver tes valeurs. Et ensuite, c'est vraiment un compas, une boussole. Au quotidien, je raconte souvent l'histoire de comment je fais mes courses. Oui, pourquoi? En fait, parce que imagine, pour moi, tu vas faire les courses, aller à Auchan, oui, ça doit à une heure, c'est impossible. Donc la question, c'est comment faire les courses peut être une opportunité de vivre plus d'aventure. Donc, toute alors, la tu partie... vis des aventures à Carrefour? Alors, non, alors autant te dire que je vais pas à Carrefour. Ah oui, tu veux. Donc, toute la partie riz, pâtes, etc., c'est tout commandé, c'est automatique, voilà. Et tous les samedis matins, je pars en vélo ou à pied avec mon fils. On passe par les bois, par la rivière pour aller jusqu'au petit marché du village à côté. Cool. Et on vit une aventure, on achète les légumes ensemble, on rentre. Il y a toujours, on peut tout transformer. Le pire... je sais pas, faire ta compta, ta déclaration d'impôt, tu peux le transformer. Et peut-être c'est ne pas le faire, peut-être c'est le déléguer, etc. Mais il faut reprendre son contrôle, reprendre sa responsabilité, dire comment je le transforme pour vivre plus de ce que j'ai envie de vivre. Et donc c'est peut-être former quelqu'un pour qu'il le fasse à ta place. Peut-être c'est le faire en buvant l'apéro avec un ami, ou tu vois, on peut tout transformer. Et c'est petit, c'est pas des gros trucs, il n'y a pas besoin de tout plaquer, de changer de continent, etc. C'est des petites choses qui, chaque jour, chaque action va être un peu plus alignée avec ce que tu as envie de vivre, avec tes valeurs, et qui va t'amener un bien-être fou. Parce que tu vas être aligné tout au long de ta journée. Oui, puis ça reprend aussi ton idée de le petit changement qui est mis bout à bout au final à quelques années, ça t'emmène vers une trajectoire complètement différente. Exactement. Et puis le jour où tu vois, tu vas faire les courses au marché comme ça en mode aventure, ton état intérieur est différent. Oh tiens, tu découvres une nouvelle personne. Et comme par hasard, je croise ce mec qui organise des conférences. Et comme tu as une intention claire sur ce que tu as envie de vivre, tu lui dis moi j'aimerais bien donner des conférences. Et puis tu le rencontres dans un cadre un peu atypique. Tous les deux, on se sent bien, on a un bon état intérieur. Et tu te retrouves 2 mois plus tard sur scène. Et ça, c'est tous les jours. Tous les jours. Donc, il faut effectivement être courageux.
il faut faire ce pas de se dire j'y vais, je me lance. Je fais pas comme d'habitude, je sors d'un comportement automatique. Parce que finalement, le cerveau, il aime bien, tu vois, cette automatisme. Ça dépense moins d'énergie, ça le rassure. Tu vois, je vais à une conférence, à la pause, je reviens, je m'assois à la même chaise, tu vois, je change pas, voilà. Donc, il faut du courage, il faut de l'action, il faut y mettre de l'énergie, mais le retour, il est magnifique, quoi. Merveilleux. Est-ce que tu aurais des ressources à nous partager? C'était hyper intéressant. Je sens que je pourrais te poser un milliard de questions, mais je vais me canaliser. Du coup, je voudrais savoir si tu as des ressources, des livres, des documentaires, toi, qui sur ton chemin t'ont inspiré, t'ont aidé à prendre conscience de certaines choses que tu aimerais partager. Cette année, Plus de peur que de mal et le Festen de Charbonnier, ça a été énorme pour moi. Grâce à Nicolas Aignan qui en parle dans son podcast, que je vous recommande aussi. Ouais, il y a déjà des ressources. Moi, il y a déjà beaucoup de choses là-dedans. Je réfléchis à d'autres... c'est beaucoup de lecture. Ouais, c'est les deux qui me viennent maintenant. Ouais, mais c'est parfait. Ouais. Ok, et je mettrai en lien le podcast dont tu parles. Ouais. Pour les personnes que et puis sa femme aussi, Florence, qui est vraiment une magicienne. Ouais. Elle a été aussi dans un podcast récemment pour rajouter le lien où elle parle de tout son chemin qui est exceptionnel aussi, que je recommande. Parfait. Voilà, c'est un couple assez unique et atypique et exceptionnel. Génial. Est-ce que tu aimerais rajouter un dernier mot? Un message que tu aimerais partager qui te paraît... C'est juste de se lancer, de sortir... Encore une fois, de ces comportements automatiques, tester, explorer. Pourquoi ? Parce que chaque fois, tu vas muscler cette sensibilité. C'est vraiment, c'est un muscle. Ça s'entraîne, ça se travaille. Donc, tous les jours, tu vois, aller au boulot en prenant un autre chemin. Aller rentrer dans un bar, dans un café dans lequel on n'est jamais passé. Aller adresser la parole à quelqu'un. Aller chercher là où ça frotte un peu, où on va chaque fois agrandir notre zone de confort. Et petit à petit, il y a même pas petit à petit, très vite, des choses arrivent, des cadeaux. Et après, c'est l'effet boule de neige. On a envie de plus en plus d'aller tester, explorer. Chercher la nouveauté, quoi. Ouais, chercher la nouveauté, chercher à aller voir, explorer ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette rue? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté de cette personne? Et investir dans cette découverte en permanence. C'est vraiment en évoluant, en changeant qui on est, qu'on obtient des résultats différents. Si on fait toujours la même chose, on obtient toujours les mêmes résultats. Si on évolue, si on est différent, alors tout change derrière, tout seul. Et ça, c'est vraiment un plaisir quotidien. Donc, j'encourage vraiment les gens à faire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour le partage de ton histoire. Moi, j'ai voyagé. Je t'ai dit juste avant qu'on enregistre, moi, j'allais prendre mon petit verre d'eau et t'écouter et me poser. Ouais. Et vraiment, tu nous avais fait voyager. Donc, déjà, merci pour ça. Merci à toi. Et j'aimerais te poser une dernière question. Ouais. Tu la connais vu que tu m'avais dit que tu avais écouté quelques épisodes du podcast. C'était de te demander, pour toi, Adrien, c'est quoi une terre happy? Donc, une terre qui est heureuse. C'est où chacun... Avant d'essayer de s'occuper de ce qui est hors de notre zone de contrôle, il y a plein de conflits, il y a plein de difficultés, il y a des problèmes de politique, etc., qu'il y a toujours eu. Pour moi, c'est déjà prendre soin de soi, être dans un état intérieur positif, sortir de ses propres schémas, et seulement ensuite, quand on est dans cette position-là, on n'a pas besoin d'être parfait, mais dans cette dynamique-là, ensuite on va pouvoir naturellement aider, s'occuper et se préoccuper de ce qu'il y a à l'extérieur. Mais déjà, si on fait tout ça, c'est le petit colibri, si déjà on est tous dans un état intérieur, en fait, il n'y aura plus la place pour des comportements nocifs et toxiques. Donc déjà, se faire ce travail personnel-là, et ça va s'étaler, ça va se répercuter sur le monde entier. C'est aussi ça aujourd'hui que j'ai envie de communiquer aux entrepreneurs, aux dirigeants. Pourquoi ? Parce que les entreprises aujourd'hui, elles façonnent le monde. Ouais. Et ce qui m'enthousiasme, c'est d'avoir des dirigeants qui sont alignés et épanouis. Forcément, l'entreprise sera à leur image. Et donc, l'impact après sur notre planète, sur le climat, sur notre politique, va se faire ressentir directement. Ouais. Donc, c'est cette phrase que j'aime beaucoup, que je partage souvent dans le podcast, sois le changement que tu veux voir dans le monde, en fait. Exactement. Parfait.
C'est une belle conclusion. Ouais, très bien, parfait. Merci beaucoup et merci à tous d'être restés jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire si vous êtes sur YouTube, Spotify. Je me fais un plaisir de les lire à chaque fois. Et voilà, à la prochaine. Ciao. Salut.